Ce soir, prépare-toi à plonger dans l'obscurité. Tu vas entendre 7 histoires vraies, racontées par ceux qui les ont vécues. Des récits troublants, parfois inexplicables, où le danger rôde souvent là où on ne l'attend pas. Un baby-sitter trop parfait, un livreur pris au piège, un objet vendu, mais jamais vraiment parti. Et une silhouette de trop dans un tunnel sans issue. Si tu écoutes cette vidéo seule, je te conseille de vérifier que ta porte est bien fermée et d'éteindre les lumières. Bienvenue dans Nuit d'horreur.
comme d'habitude. Mon sac à dos était presque plus lourd que moi. À l'intérieur, mon goûter, un sandwich au beurre de cacahuète que je n'avais pas mangé, car je l'avais échangé contre des chips et un Twinkie. Je marchais tranquillement, balançant ma boîte à lunch comme un pendule, en profitant du calme. Tout semblait normal, paisible, jusqu'à ce que je passe devant Ridgewood Drive, une rue avant la mienne. Je ne faisais jamais vraiment attention aux maisons de cette rue, mais ce jour-là, il y avait un vide-grenier devant l'une d'elles, une vieille maison à 2 étages, un peu bancale, avec du lierre qui grimpait sur les piliers du porche, des couvertures étalées sur des chaises pliantes, des objets posés partout, un vrai bazar. Mais ce qui a attiré mon regard, c'est une petite boîte en bois, avec des coins en laiton et un petit loquet. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais cette boîte, je devais la voir de plus près. Alors je m'approche. Erreur numéro 1. Derrière la table, un homme était assis, grand, maigre, vraiment maigre, comme s'il était fait de fils de fer et de caoutchouc. Il portait un sweat à capuche trop grand pour lui, et la capuche lui couvrait presque tout le visage, bien que le soleil brillait encore. Sa peau était pâle, presque grisâtre, ses lèvres fendues comme s'il ne buvait jamais. Mais ce que je n'oublierai jamais, ce sont ses yeux. Des yeux vides, comme s'il n'était pas connecté au reste, comme s'il regardait, sans voir. Il ne dit rien quand je prends la boîte entre mes mains. Elle était joliment sculptée, et dessous, il y avait des initiales gravées au fer CH. Je demande combien elles coûtent. Il me regarde enfin, et quand il parle, de jamais l'ouvrir. Je fronce les sourcils. Pourquoi? Il me sourit, trop largement, avec des dents trop parfaites. Parce que certaines choses ne doivent jamais être ouvertes. Elles mordent. Je ris un peu. Je pensais qu'il plaisantait. À 7 ans, on ne fait pas toujours la différence entre drôle, bizarre et vraiment flippant. Mais son sourire me mettait mal à l'aise. Je commence à chercher mes pièces dans mon sac à dos, mais là, il me l'arrache des mains. Non, dit-il sèchement, pas aujourd'hui. Je reste figé. Je ne sais pas quoi dire. Puis il se penche vers moi, et je jure que sa colonne vertébrale n'a pas bougé comme une colonne humaine. Il s'approche de mon oreille. Tu ne devrais pas marcher seul. Les enfants qui n'écoutent pas finissent mal. Et là, un frisson glacé me traverse tout le corps. Mon ventre se noue. Quelque chose n'allait pas du tout. Je recule, puis je cours, aussi vite que je peux. Ma boîte à lunch balance dans tous les sens. Mon sac me cogne le dos. Je ne m'arrête que quand j'arrive au coin de ma rue. Mais alors que je cours, j'entends sa voix, loin derrière moi, à la prochaine petit bonhomme. Quand je suis arrivé chez moi, ma mère n'était pas à la fenêtre. Elle était au téléphone, à l'intérieur. Je n'ai rien dit. J'avais peur qu'elle ne me laisse plus marcher seule. Mais cette nuit-là, j'ai fait un cauchemar. J'étais de nouveau sur Ridgewood Drive. Et la boîte était là, ouverte sur la table. Dedans, il y avait des dents, pas des fausses dents. Des vraies, humaines. Jaunies, certaines saignaient encore. Et elles claquaient dans le vide, comme si elles avaient faim. Je me suis réveillé en larmes. Mais je n'ai rien dit à ma mère. Le lundi, j'ai pris un autre chemin. J'ai fait le tour du pâté de maison pour éviter Ridgewood. Mais mardi, la curiosité a été plus forte. Je suis repassé devant la maison. Et là, plus de vide-grenier, plus de table, plus de couverture, juste une pelouse nue, boueuse. Et la lumière du porche clignotait en plein jour. Et lui, il était là, assis sur les marches, main sur les genoux, fixant droit devant lui. Quand il m'a vu passer, il s'est levé, lentement, comme s'il sortait de l'ombre. Et c'est là que M. Salter est intervenu. C'était notre voisin, ancien militaire. Le genre de gars qui s'entraînait encore dans son jardin avec son chien. Il arrivait avec une pelle dans une main.
Les moniteurs nous ont dit de ne pas bouger. 2 d'entre eux sont partis en courant. Le 3e est resté pour nous surveiller. On s'est regardé, sans comprendre. Le temps passait. 1 heure. 1 heure et demie. Et puis plus rien. Le lendemain matin, au petit déjeuner, j'étais assis avec mes potes, et des filles plus âgées sont venues s'asseoir à notre table. Elles avaient l'air bouleversées. Et là, l'une d'elles nous a raconté ce qui s'était vraiment passé. Dans la cabane des petites filles, cette nuit-là, les moniteurs étaient dehors, et les filles avaient entendu des bruits étranges dans la salle de bain. Alors elles y sont allées, à plusieurs. Elles ont ouvert la porte d'un des WC, et là était assis, pantalon baissé, souriant, et il a dit « Salut, les jolies ». Elles ont hurlé, se sont enfuies dans la forêt. Les moniteurs les ont rattrapées, tandis que d'autres entraient dans la salle de bain. Art était toujours là, comme si de rien n'était. Il n'a même pas bougé. 3 moniteurs masculins l'ont plaqué au sol. Un autre a appelé la police du camp. Ils l'ont
Le froid se faisait plus mordant. Nos respirations sifflaient, et le tunnel grondait à chaque passage de camion au-dessus de nous. Mais dans mon dos, quelque chose me dérangeait. Un sentiment, comme si quelqu'un de trop marchait avec nous. Quand on est enfin sorti, la lumière de la lune éclairait un chemin couvert de neige. On a grimpé un petit talus pour atteindre la ville. Logan s'est retourné et a compté, à voix haute, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis il s'est figé. Pas pour vous faire flipper, mais j'ai vu quelqu'un marcher devant moi là-dedans. Carlos et moi, presque en même temps. Nous aussi, Julian a rigolé, croyant à une blague. Mais il a vu nos visages, notre sérieux. Attendez, moi j'étais juste derrière Dylan. Et Logan ouvrait la marche. Il y avait personne d'autre. On était tous là. Tous les 7. Alors qui était le 8e? La ville était déserte. Pas un café ouvert. Pas un distributeur. Le vent nous gelait les os. Nos chaussures étaient trempées. Derrière un magasin discount, on a repéré plusieurs conteneurs métalliques. L'un de nous a suggéré qu'on s'abrite dedans, juste pour échapper au froid. Bobby a trouvé une vieille tête de hache, sans manche. Avec ça, on a commencé à forcer un cadenas rouillé. Mais une vieille dame sur son Porsche a hurlé en nous voyant faire. On a détalé comme des gamins pris en faute, en courant entre les grillages et les buissons, jusqu'à une petite forêt derrière le collège local. Notre idée, utiliser une prise extérieure près de la cafétéria pour recharger un téléphone et commander une pizza. Mais à peine avions-nous posé le pied sur le gravier qu'un agent de sécurité nous a repérés. Sa lampe torche nous a balayés et il a crié. On s'est mis à courir dans tous les sens. J'ai perdu mon téléphone en escaladant un second grillage. Bobby s'est arrêté pour m'aider à le retrouver dans la neige. Et cette pause nous a coûté cher. Quand on a rejoint les autres, ils avaient disparu. On a suivi leurs traces dans la neige, jusqu'à un petit chemin. Celui-ci menait